Demain, 15 juin, démarrent les travaux du dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les Maliens à faire de ce recensement un acte civique pour la bonne réussite de l'opération qui durera 3 semaines. Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies. C'est sous ce thème que le Mali a célébré la journée mondiale du donneur de sang ce matin. Cette année, c'est la région de Nara qui a accueilli l'événement et 2 ministres du gouvernement étaient présents à cet événement. Fin de la 8e édition du Festival international du Bélédougou à Kolokani. Le Goussumbala, le Koteba et les Tcheblenche ont émerveillé des milliers de festivaliers. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et nous ouvrons par cette audience que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé ce matin au représentant spécial du président américain pour les questions d'otages. Présent au Mali pour une visite de 3 jours, Roger Cartens est venu solliciter l'accompagnement des autorités de la transition pour la libération d'otages américains dans le Sahel. Pour plus de détails, nous l'écoutons au micro de Nuhum Sissoko. Most certainly. It was an honor and pleasure to meet the transitional president. Nous étions honorés d'être reçus par le président de transition pour parler des 2 cas des otages américains et des options pour leur salvation. Mais on a eu l'opportunité aussi de parler des autres otages, soit maliens ou des autres nationalités. Le président s'est fort en son conviction pour aider toutes les nationalités en termes des otages. Plus ou moins ce que j'ai prévu, il était très positif en termes des idées de renforcer notre coopération pour les otages. Alors je quitte cette réunion très positive. Je peux dire que ça c'est un sujet assez important pour le président Biden et nous devons remercier les efforts du gouvernement malien en ce qui concerne nos otages. Merci. Et le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, a reçu en fin d'après-midi en audience le réseau des femmes leaders africaines. Elles étaient venues faire part de leur initiative au Premier ministre qui vise à contribuer à la levée des sanctions imposées par la CEDEAO. Les femmes leaders africaines entendent mener dans les prochains jours un plaidoyer auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour mettre fin à l'embargo. Nous y reviendrons demain avec notre reporter Mamadou Fane. Et nous revenons en images sur le séjour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à New York. Abdoulaye Diop a clôturé son séjour new-yorkais par des échanges avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Amina Dji Mohamed, sur l'engagement de la communauté internationale sur les droits de l'homme, l'assistance humanitaire, l'organisation des élections, la coordination avec les programmes des Nations Unies, et avec les ambassadeurs du Royaume-Uni et des États-Unis auprès des Nations Unies. Les échanges ont porté sur la durée de la transition, la coopération internationale, notamment avec la MINUSMA. Le chef de la diplomatie malienne a également rencontré la communauté malienne pour faire le point de la situation du pays. Occasion pour les uns et les autres de réitérer leur soutien aux autorités de la transition. Top départ demain, 15 juin, des travaux de dénombrement du 5e recensement général de la population et de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Durant 3 semaines, ils seront 26 327 agents recenseurs, 4 504 chefs d'équipe et 866 contrôleurs déployés pour cette opération. À cette occasion, le ministre de l'Économie et des Finances invite les Maliens à faire de ce recensement un acte civique pour la bonne réussite de l'opération. Le compte-rendu de Tamsir Diabaté. Face à une croissance démographique considérable, le moment est venu de connaître le nombre des habitants du Mali, leurs caractéristiques socio-économiques et culturelles, des logements qu'ils habitent pour définir les politiques à mettre en œuvre. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de procéder au recensement général des populations et de l'habitat. La réalisation de cette opération nécessite, au-delà de la mobilisation d'importantes ressources, une planification des activités sur tout le territoire préalablement découpée en zones de dénombrement. Pour bien mener ce recensement de grande envergure, 26 327 agents recenseurs,
4504 chefs d'équipe et 866 contrôleurs spécialistes des TIC sont engagés sur le terrain auprès des ménages. Tout cela pour avoir un résultat fiable. Une fiabilité qui devra permettre aux acteurs du développement de s'assurer d'une meilleure prise en compte des variables démographiques et sociales. Et pour relever ces défis, il faut l'engagement de tous. Nous voudrions compter sur l'engagement des chefs de quartier dans nos villes et les chefs de village et de fractions en vue d'une meilleure orientation des agents recenseurs, le dévouement des autorités administratives et municipales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, pour la coordination des opérations dans leur circonscription. Et enfin, l'accompagnement habituel des forces de défense et de sécurité. Faire de ce 5e recensement général des populations et de l'habitat une obligation morale aussi et surtout un acte civique. C'est contribuer à la fois au développement de son pays, d'où l'appel du ministre de l'Économie et des Finances. Je vous invite à leur réserver un accueil chaleureux et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de la vie, notamment l'état civil, l'éducation, la santé, l'emploi, la mobilité et les caractéristiques de l'habitat. A rappelé que ce recensement général des populations et de l'habitat est le 5e du genre en République du Mali, la dernière opération datant de 2009. Et en prélude à ce lancement officiel du recensement général, le directeur de l'Institut national de la statistique était face à la presse pour donner des précisions sur le but et le déroulement de l'opération. Écoutons Aruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique, au micro de Anchata Koulibaly. Nous organisons ce recensement, c'est conformément à la loi qui régit le recensement au Mali et aussi qui s'appuie sur les recommandations internationales qui veulent que les pays réalisent tous les 10 ans un recensement général de la population et de l'habitat afin de pouvoir connaître la structure de la population, son effectif et sa répartition géographique. Nous sommes maintenant vers la phase du dénouement qui sera lancée par le ministre de l'Économie et des Finances le 15 de ce mois. Donc il s'agira pour les agents de rentrer dans tous les ménages pour avoir des informations individuelles sur tous les membres du ménage, mais aussi recueillir des informations sur les conditions d'habitation des ménages sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons recruté pour ce faire près de 30 000 agents qui vont sillonner les territoires, chacun dans son domaine bien précis, pour pouvoir vraiment nous donner ces informations dans les 3 prochaines semaines. Il s'agit des agents qui vont travailler avec des tablettes pour pouvoir recueillir les informations. Mais compte tenu du contexte du pays, il y a aussi une autre partie du pays où les agents vont évoluer avec les papiers pour pouvoir prendre les renseignements et nous envoyer plus tard que nous allons saisir et pouvoir donner les résultats. Donc malheureusement, ceux qui sont à l'extérieur du pays ne sont pas concernés, mais peuvent être intégrés avec le volet migration. Parce que nous cherchons aussi à savoir dans chaque ménage quels sont les membres qui vivent à l'extérieur aujourd'hui. Le message que je vais à l'endroit de la population, c'est vraiment de demander non seulement d'accueillir ces agents, mais aussi de leur fournir les bonnes informations. Lancement ce matin, je le disais dans les titres, de la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2022 dans la région de Nara. Au Mali, le thème retenu est « Rejoignez l'effort des femmes en donnant du sang pour sauver des vies ». Barakissa Ouattara et Mbarakou Maïga sont nos envoyés spéciaux. Bamako Nara, 1h45 de vol pour rendre hommage à ces hommes et femmes bénévoles donneurs de sang. Ainsi en a décidé la ministre de la Santé et du Développement social. La Journée mondiale du donneur de sang a rassemblé ce mardi 14 juin à Nara plusieurs personnalités du pays. Un honneur pour la 16e région administrative du Mali au regard de sa situation géographique, sécuritaire et sanitaire. Pour le lancement de la Journée mondiale du donneur de sang, vous avez fait le choix juste, puisque l'événement cadre bien avec les réalités socio-géographiques et sanitaires et sécuritaires de la région. C'est pourquoi le don de sang, qui d'ailleurs est au cœur de la stratégie nationale, doit être un sacerdoce à l'endroit de chaque Malien, un devoir moral et un effort de guerre à perpétuer comme un devoir de citoyenneté, voire de solidarité.
Le sang constitue le plus souvent l'unique bouée de sauvetage dans la prise en charge de certaines pathologies. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé promet d'apporter son appui pour la mise en place de plans nationaux de transfusion sanguine. Dans la région africaine, la demande surpasse régulièrement l'offre, comme le cas au Mali, ce qui a un impact négatif sur l'accès rapide à tous les patients qui ont besoin de sang sécurisé. Monsieur le gouverneur, votre discours n'est pas passé inaperçu. Nous avons pris compte de tous les problèmes que fait face au système de santé au niveau de la région. Au niveau de l'OMS, nous pourrons voir ce que nous pourrions faire par rapport à ça. Le natif de Nara, également parrain de la journée, non moins ministre de la Défense et des anciens combattants, a salué l'exemplarité des donneurs de sang. Le colonel Sadio Kamara voit en cette pratique le meilleur moyen de garantir la disponibilité des produits sanguins et sauver des vies. Les militaires qui ont pour vocation de défendre leur pays et leurs concitoyens en bravant tous les dangers, au besoin en sacrifiant leur propre vie et s'exposant aux blessures les plus brutales, savent mieux que tous apprécier l'importance du don de sang. Rejoignez l'effort des FAMA en donnant du sang pour sauver des vies. Le choix de ce thème par les autorités sanitaires nationales est parfaitement approprié au contexte actuel du Mali et prouve que toutes les couches de la nation ont un rôle à jouer dans le combat que nous menons aujourd'hui. Force est de constater que le Mali est loin d'atteindre les objectifs fixés par l'OMS qui recommande à tous les pays de collecter 80 à 100% des dons volontaires pour assurer l'autosuffisance en matière de transfusion sanguine. Sur ce plan, la ministre de la Santé et du Développement social rassure. Au Mali, le CNTS a enregistré 59 418 dons en 2021 avec un taux de 21% de bénévoles et volontaires. Ce chiffre reste en deçà de l'objectif assigné par l'OMS. L'adoption récente de la loi relative à la transfusion sanguine en mai 2022, qui vient à point nommé pour combler un vide juridique, traduit l'illustration de l'importance de la transfusion sanguine pour les plus hautes autorités de la transition. Cette loi permettra de concrétiser les actions prioritaires de la politique nationale de transfusion sanguine. Si donner son sang est un acte héroïque, la ministre de la Santé et celui de la Défense ainsi que le gouverneur de la région de Nara ont montré l'exemple, une manière d'inciter les personnes remplissant les conditions à procéder à ce geste plus qu'humanitaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants en visite de terrain, colonel Sadio Kamara, est allé à la rencontre des troupes à Guiré et à Nara, occasion pour lui de s'enquérir des réalités du terrain, des conditions de vie et de travail des militaires en opération. Nous y reviendrons demain. À présent, le point Covid-19 du jour. Les services de santé ont enregistré 0 décès, 7 patients guéris et 5 cas positifs sur 516 tests réalisés et 29 patients sont sous traitement. Nous célébrons demain également la Journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Selon le recensement de la Direction nationale de la population et de la statistique de 2020, on compte 6 955 000 personnes âgées en République du Mali. À cette occasion, le président du Conseil national des personnes âgées estime que d'énormes efforts ont été consentis par l'État du Mali dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées en République du Mali. Le président du Conseil national des personnes âgées, Daïrou Diallo, est au micro de notre reporter Aliou Abdoulaye Touré. Au jour d'aujourd'hui, selon les informations du Service national de la statistique et de la Direction nationale de la population, nous sommes environ 6 955 000 personnes âgées et recensées en République du Mali. Cette journée revêt pour nous une importance capitale. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, nous envisageons au Conseil national des personnes âgées d'échanger et puis de faire passer des informations
qui vont confirmer ce que l'État malien et les autorités maliennes ont pu faire pour les personnes âgées en République du Mali. Depuis 1992, l'État malien, à travers ses structures et le département de la santé, a procédé à la mise en place du Conseil national des personnes âgées, à la création de l'Institut d'études et recherche en gérontogériatrie, dénommé la Maison des aînés. Ceci pour prendre en compte toutes les formes de marginalisation des personnes âgées. Par rapport à cela, l'État s'est investi. L'État s'est investi à travers la création de structures telles que la CANAM, l'instauration de la carte de priorité pour les personnes âgées, la carte de santé pour les personnes âgées, ainsi que la carte de membre pour que les personnes âgées soient identifiées et qui soient à l'abri de toute forme de marginalisation et de maltraitance. L'autre aspect consiste aussi à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs retraités et des paysans. Parlons à présent de cet atelier de validation du document de politique suivi post-carcéral des ex-détenus et de son plan d'action. Cette rencontre a pour objectif d'intégrer les observations de tous les partenaires techniques et financiers et les acteurs intervenant dans le domaine. Le reportage de Mamadou Fani. Le système pénitentiaire malien a une double mission. Il s'agit de la garde des personnes placées sous la main de la justice et la préparation de leur réinsertion sociale. Cette dernière reste confrontée à de nombreux défis tels que l'insuffisance en matière de suivi de la durée et des conditions de détention des personnes privées de leur liberté et un manque de politique efficace de réinsertion. D'où cet atelier de validation du document de politique de suivi post-carcéral des ex-détenus ainsi que son plan d'action. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit vide concernant l'appui des détenus qui sortaient du milieu carcéral. Et à cet effet, il était important de voir quelles sont les dispositions à prendre pour accompagner ces détenus-là dans leur milieu afin qu'il y ait beaucoup moins de récidives, mais également qu'ils soient mieux intégrés et mieux insérés dans leur communauté. L'objectif de cet atelier est de recueillir et d'intégrer les observations des départements techniques et autres partenaires avant la validation du document. L'une des réformes envisagées vise prioritairement le secteur de la justice, dont la réhabilitation et la modernisation contribuent à garantir la promotion et le respect des droits humains, à lutter contre l'impunité tout en assurant une justice forte, impartiale et de qualité au service des citoyens. Ce document permettra d'accompagner les ex-détenus en s'appuyant sur les services et structures spécialisées susceptibles de relayer l'administration pénitentiaire. 300 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Espace de paix lancé à Gao. Ce projet vise à renforcer la cohésion sociale des communautés bénéficiaires et à accompagner les autorités locales. Le reportage de Sambaré Aïdara. C'est parti ce jeudi 9 juin pour les activités du projet Bani Bato, qui signifie espace de paix en Soraï. Les acteurs du projet ont tenu à présenter les objectifs du projet, ses zones d'intervention et ses partenaires aux bénéficiaires ainsi qu'aux autorités administratives de la région de Gao. Le projet Bani Bato, il couvre 9 communes réparties dans les 3 régions suivantes. Gao, commune de Gao, Gouzéré et Soni Albert. Kidal, commune de Kidal, Aguelop et Anéfis. Menaka, commune de Menaka, Inagar et Tenabao. Pour réussir une mise en œuvre efficiente du projet, les responsables comptent sur l'implication des communautés bénéficiaires. Il faut que les populations s'approprient des interventions de toutes les actions des partenaires. Parce que ces actions sont dans la durée, elles ne sont pas pérennes. Alors, si les communautés s'en approprient, ils peuvent en faire les siennes. Ce projet est la bienvenue eu égard au contexte sécuritaire dégradé dans les régions du Nord depuis les événements de 2012. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la politique nationale de la transition pour la paix et la réconciliation. Financé par l'USAID, le projet Bani Bato, exécuté sur une durée de 2 ans, coûtera environ 300 millions de francs CFA. Il sera mis en œuvre par le World Education en partenariat avec l'ONG Aide à l'enfance du désert et du Sahel AIDS dans les régions de Gao, Menaka et Kidal.
Actualité régionale toujours à Ségou, formation des hommes de médias sur l'approche journalisme sensible au conflit, et c'est pour contribuer à la consolidation de la paix au Mali. Le reportage de Fousseni Samaki. L'éthique du journalisme, la pratique journalistique face à la gestion des rumeurs, le traitement médiatique des thèmes liés au conflit sont entre autres centres d'intérêt de cette formation à Ségou. Une formation de 2 jours initiée par la Maison de la Presse en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert qui regroupe plus d'une vingtaine d'hommes de presse de la 4e région. Nous sommes depuis 2012 dans une situation de conflit à travers actuellement presque tout le pays. Et les journalistes se doivent d'appréhender au mieux cette situation, de savoir bien communiquer pour ne pas jeter l'huile sur le feu. Et nous souhaitons que partout au Mali, les journalistes s'engagent à être des acteurs de la paix. Nous appelons de tous nos voeux que cette formation permettra d'outiller les journalistes et de leur permettre de véhiculer la bonne information, notamment en période de conflit. Cette formation permettra de limiter les facteurs de blocage et de polarisation liés au processus de paix et de cohésion sociale au Mali. Pendant cette formation, on a été bien outillés. Comment peut-on trouver les informations à travers les canaux traditionnels, à travers la télévision, les radios, et dans les boutiques au marché, pour pouvoir bien traiter. Selon les responsables de la Maison de la Presse, l'évolution du paysage médiatique de 90 à nos jours a permis d'atteindre 493 radios, 300 journaux et 42 chaînes de télévision. Le partenariat Mali-Union européenne regarde sur des exemples d'intégration communautaire et les enjeux de la migration. C'est le thème d'une conférence animée à l'université de Ségou. Il ressort que de 1959 à nos jours, l'Union européenne a injecté plus de 2500 milliards de francs CFA. Les détails avec Ramata Konaté et Issaba. Le premier panel de cette conférence est axé sur l'Union européenne, son historique et ses actions au Mali. Il ressort que l'UE a d'abord commencé avec la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont jusqu'à l'élargissement de l'Union à 28 pays en 2013 contre 6 en 1973. Il y a 2 éléments qui expliquent l'Union européenne. Le premier élément, c'est un élément de géopolitique. Nous avons connu en Europe, et en fait dans le monde, 2 grandes guerres, avec un nombre de victimes très important. Et donc, ça a fait réfléchir. Ça a causé aussi une situation où, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était divisée. Il y avait une partie de l'Europe qui était sous influence, disons, des États-Unis. Et puis, il y avait une autre moitié de l'Europe qui était sous l'influence de l'Union soviétique. Quant aux actions de l'UE au Mali, elles touchent plusieurs domaines, dont le développement rural, les infrastructures. De 1959 à nos jours, plus de 5000 km de routes réalisées. Il y a également plus de 110 000 hectares de terres aménagées pour la production agricole, mais il y a aussi un pas important qui était constitué de l'appui budgétaire. Les chiffres que nous avons de 1959 à nos jours, c'est de l'ordre de 2500 milliards. Le second panel, regard sur des exemples d'intégration communautaire et de migration, est animé par 3 enseignants de l'université de Ségou. Venir parler des problèmes de l'intégration, des problèmes d'appui, des problèmes de partenariat avec l'Afrique, c'est quelque chose que les Africains doivent chercher à comprendre, puisque ces partenariats demeurent depuis longtemps, depuis des années. Mais souvent, nous apprécions autrement. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Journée de l'Europe, célébrée le 9 mai. Tenue à Genève de la réunion d'orientation et de cadrage de l'AMCEP, Association mondiale des services d'emploi public, aussi lors du 12e congrès mondial des services publics d'emploi tenu à Ezouni, le mandat de notre compatriote Ibrahim Aknok, directeur de l'ANPE, a été renouvelé. Commentaire Boubacar Kanouté. Le 12e congrès de l'Association mondiale des services d'emploi public, AMCEP. Le Mali est honoré à travers la réélection du directeur général de l'ANPE, Ibrahim Aknok, à la présidence de l'institution pour un second mandat de 3 ans. La rencontre de Genève est la suite logique de celle tenue à Tallinn, en Estonie.
portant sur des projets innovants en matière de formation et d'insertion socio-professionnelle. Il s'agit de la création d'une plateforme digitale, d'un centre de formation des conseillers emploi, la promotion et le développement de l'emploi. L'Association africaine des services d'emploi public est un démembrement de l'AMCEP et que le Mali préside depuis le congrès d'avril d'Estonie, embrasse l'ensemble des pays de l'Afrique, que ce soit l'Afrique francophone, lusophone, mais aussi anglophone. Nous avons aussi profité du comité exécutif pour parler de la vision du Mali, de façon générale, et des actions concrètes par rapport à des ateliers thématiques que nous serons appelés à mettre en œuvre dans le cadre de la coopération Sud-Sud, mais aussi de la coopération Nord-Sud. Lors de cette 110e session, le leadership du Mali a été salué par tous les dirigeants des services publics d'emploi d'Afrique, présents à Genève pour les efforts consentis par le président Ibrahim Agnok. Pour le rappel, l'AMCEP regroupe 82 services publics d'emploi à travers le monde. La 12e Congrès mondial des services publics d'emploi tenu en Estonie, le mandat de notre compatriote Ibrahim Agnok, directeur de l'ANPE, a été renouvelé. Assemblée générale ordinaire de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Quelques rapports ont été adoptés et validés. Un nouveau bureau a été mis en place. Malgré les difficultés que notre pays traverse, l'association a pu tenir sa journée malienne des ressources humaines pour mieux connaître la problématique du secteur. Le point avec Koumba Sissé. Cette AG est une occasion de dresser non seulement le bilan du bureau sortant, mais aussi de renouveler les instances. Selon le président sortant de l'association, avec l'avènement de la crise sanitaire, les activités ont tourné au ralenti. En dehors des journées maliennes des ressources humaines, nous avons réalisé également tous les 2 mois un café RH. Le café RH, c'est des thématiques très pratiques, des problématiques qui sont connues dans les organisations en matière de ressources humaines. Nous avons effectivement pu tenir correctement les 2 cafés RH. Il y a un défi de mobilisation également. Le président d'honneur a félicité Mohamedou Magiraga, président sortant, pour ses efforts consentis malgré les difficultés du moment. Je me réjouis du bilan présenté par le président exécutif qui a rappelé que tout n'a pas été rose. Il n'a pas manqué non plus d'attirer l'attention sur les difficultés. Nous devons puiser dans nos ressorts les ressources nécessaires pour donner une nouvelle vie à notre association. Les hommes et les femmes sur lesquels vous porterez vos choix doivent mesurer à sa juste valeur l'étendue du défi qui les attend. Créée en 2006, l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines souhaite s'agrandir. Le but est de mieux promouvoir la bonne gestion des ressources humaines dans toutes les organisations publiques et privées. Formation de 2 jours sur les rites du pèlerinage. Plus de 300 pèlerins de l'agence de voyage Al-Madina ont suivi cette formation sur l'importance du Hajj, le séjour à Médine, les rites de la Umrah, entre autres, des cours théoriques et pratiques pour une meilleure compréhension du Hajj. Reportage Aliou Abdoulaye Touré. La réussite d'un bon pèlerinage dépend en grande partie de la formation des candidats sur les différentes étapes de ces piliers importants de l'islam. C'est pourquoi l'agence de voyage Al-Madina a initié une formation théorique et pratique de 2 jours à l'attention de plus de 300 candidats au pèlerinage 2022. Les premières étapes à Bamako ici, comment les pèlerins devraient faire. D'abord, ce qui concerne le problème de santé, comment il faut s'organiser dans ce sens-là. Le deuxième thème, comment on organise le voyage, quelles sont les choses interdites, quelles sont les choses tolérées pendant ce voyage-là. Et il y a d'autres thèmes qui est, une fois arrivé à Médine, comment il faut faire les visites de lieux saints à Médine, comment il faut accomplir leur Umrah. Donc il faut informer les pèlerins comment faire le Umrah. Une fois arrivé à la Mecque aussi, c'est les grandes étapes. Donc ça, c'est l'étape de pèlerinage même. Donc il faut leur indiquer, il faut leur informer comment il faut accomplir le grand pèlerinage, quelles sont les choses interdites, quelles sont les choses tolérées, quels sont les comportements à adopter. La formation a permis d'enseigner aux futurs pèlerins les rites, les exigences et les recommandations pour un bon accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Je suis vraiment contente aujourd'hui
Et je remercie Allah le Tout-Puissant et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'avoir l'occasion cette année de partir à la Mecque. Il y a 3 ans que nous étions toujours à l'attente. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Ils ont expliqué la spiritualité, l'importance spirituelle même du Hajj. Et surtout, ce qu'il faut éviter lors des différentes étapes. Les bénédictions aussi, où est-ce qu'il faut faire les bénédictions, comment est-ce qu'il faut faire les bénédictions. Donc pour que vraiment le Hajj soit très bien accompagné. De façon concrète, les participants à la formation ont appris comment porter l'habit du pèlerin communément appelé Ihram et faire le tour de Al-Kaaba. Que le bon Dieu accompagne nos pèlerins. Un homme âgé de 40 ans a parcouru Bamako-Nioro à vélo pour soutenir les autorités de la transition. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités régionales avant d'être conduit au domicile du guide hamaliste à qui il a remis le drapeau du Mali. De Nioro du Sahel, Moussa Diakiti. À chacun sa façon de soutenir les autorités de la transition. Un homme de 40 ans nommé Boubacar Doucouré, un employé de commerce résident à Bamako, a parcouru 490 km à vélo pour venir remettre au shérif de Nioro le drapeau du Mali. Une façon pour lui de soutenir les idées du grand religieux dans sa politique de soutien à la transition malienne. Parti de Bamako le dimanche 5 juin, il est arrivé à Nioro ce dimanche 12 juin où il a été accueilli par les autorités régionales et une foule nombreuse. Le cycliste a été enfin conduit vers la famille du shérif à qui il a remis les couleurs du pays avant de recevoir tous les honneurs. Un bel exemple de patriotisme. Fin de la 8e édition du Festival international du Bélédougou à Kolokani, un espace de retrouvailles et de la promotion de la diversité culturelle. Le Goussoumbala, le Koteba et les Tcheblenche ont émerveillé des milliers de festivaliers. Les temps forts avec Boubacar Kanouté. Promouvoir la culture authentique du Bélédougou et favoriser le brassage, telle est la volonté affichée des organisateurs du Festival international du Bélédougou, qui veulent léguer à la postérité un héritage culturel digne. Cette 8e édition a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. La motivation, c'est d'abord la volonté de faire avancer la culture et de créer un cadre d'expression pour les arts et la culture du Bélédougou et de contribuer à l'affirmation de l'identité culturelle de ce grand terroir du Bélédougou. Le Bélédougou est un creuset d'immense patrimoine culturel aujourd'hui qui mérite d'être reconnu d'abord et d'être valorisé. Le Koteba de Nereko, les Tcheblenche de Diekoumba, avec la voix envoûtante de la légende Mariam Bakaïgo, ont émerveillé le public. Je salue les ressortissants de Kolokani. Je vous exhorte à redoubler d'efforts pour appuyer ces festivals. C'est ici à Bélédougou que nos aïeux ont mis en déroute les colons. Les autorités accordent une place de choix aux festivals qui permettent de booster les initiatives culturelles locales et favoriser la cohésion entre les fils du terroir. Il est un impérieux devoir pour chacun de se mettre à l'œuvre de protection du patrimoine culturel. C'est une très belle démonstration de cette vérité que les organisateurs du Festival international du Bélédougou viennent de nous donner et je voudrais très sincèrement leur dire toutes nos félicitations. Je tiens également à les remercier pour leur conviction, leur foi opiniâtre en la capacité de la culture à fédérer les communautés. L'innovation de cette année fut l'introduction des consultations ophtalmologiques gratuites au bénéfice des populations du Bélédougou. Voilà, c'est donc en beauté que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaisir à Dieu et bonne fin de soirée à tous.